Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici on parle de finances personnelles et d'épargne. Aujourd'hui nous allons faire un focus sur un sujet très important, les origines de l'argent. L'argent est un outil indispensable dans nos vies. Il n'y a qu'à voir tous les objets que nous avons chez nous. Que ce soit le canapé sur lequel on s'assoit, ou encore le téléviseur, ou les objets de décoration de nos intérieurs. De même que les marchandises qu'on achète dans nos supermarchés. Il est évident que de nos jours, des biens ou services s'obtiennent grâce à l'argent. Donc, comprendre le fonctionnement de l'argent sera utile pour en améliorer sa gestion. Mais, il faut savoir que l'argent n'a pas toujours existé. L'humanité a traversé plusieurs ères de production de biens et de services, et à chacune, correspondait son mode d'échange. Bien avant le troc, il y avait simplement le don, dans les tribus qui vivaient en autarcie. Ensuite, le troc a pu se développer quand les tribus se rencontraient. Les premières formes de monnaie sont apparues avec l'agriculture et la sédentarisation. Pourquoi on en a eu besoin à ce moment-là et pas avant ? Au fur et à mesure du temps, avec le progrès technique, une profusion de biens de nature différente sont apparus. Échanger ces biens directement était de moins en moins pratique. Logiquement, les gens ont commencé à chercher à échanger les marchandises qu'ils produisaient contre des biens facilement échangeables. L'argent a fini par apparaître pour résoudre les problèmes d'indivisibilité et de non-coïncidence des besoins. Prenons un exemple, le fermier veut acheter des chaussures, vendues par un marchand. Mais le marchand ne veut pas ses œufs mais du beurre par exemple. Le fermier doit donc trouver quelqu'un prêt à lui échanger ses œufs contre le beurre. Une fois qu'il obtient le beurre, il peut alors retourner voir le marchand pour l'échanger contre des chaussures. Autre cas de figure, un individu qui a une charrue et la vend contre du beurre, qu'il peut couper en morceaux, ce qui lui permet ensuite de se procurer du pain et des œufs chez le fermier. Ici on observe comment le beurre devient le moyen d'échange privilégié, sa demande augmente et sa valeur commence à dépasser sa seule valeur propre. L'usage se répand rendant le bien encore plus échangeable. Le phénomène s'auto-entretient. Au fur et à mesure des échanges, certaines marchandises comme le beurre dans notre exemple se sont démarquées par leur capacité à s'échanger à cause de certaines propriétés comme la durabilité dans le temps, la capacité à pouvoir se diviser pour faire des paiements de différentes tailles. Historiquement donc, on a vu certaines marchandises s'imposer dans différents endroits du monde, feuilles de tabac, sucre, sel, bétail, cuivre, coquillages. Pour finir par le jeu de la concurrence, l'or et l'argent ont fini par s'imposer. Donc pour résumer, avant de devenir une monnaie, un bien doit d'abord être une simple marchandise. Ensuite, à l'usage, si l'objet en question s'échange facilement, les gens vont commencer à rechercher ce bien aussi pour sa capacité à s'échanger, et donc de fait transformer la marchandise en monnaie. Originellement, l'État n'est pas intervenu dans le processus de création de la monnaie. L'émergence de la monnaie a été un immense progrès pour l'humanité. Car désormais on a pu avoir une vraie spécialisation du travail, des biens et des services de nature très différentes pouvant désormais s'échanger par l'intermédiaire de l'argent. On peut donc comparer plus facilement la valeur des différents biens. Si un téléviseur s'échange contre 3 onces d'or et une automobile contre 60 onces d'or, alors chacun peut voir qu'une automobile vaut 20 téléviseurs sur le marché. Désormais le calcul économique peut apparaître, et rendre les prévisions des entrepreneurs plus précises. En comparant les prix de vente et les prix de revient, on peut automatiquement savoir si une activité est viable ou pas. C'est la fonction unité de compte de la monnaie. Maintenant que nous venons d'étudier l'émergence des monnaies, nous allons voir comment les monnaies étaient utilisées. Les monnaies comme les autres marchandises s'échangent en unités de poids. C'est-à-dire à une certaine quantité de poids, correspond une certaine quantité de valeur. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pouvait échanger les devises. Par exemple, si un dollar vaut 1 gramme d'or, une livre vaut 0,5 g d'or, et un franc français 0,2 g, alors un dollar vaut 5 francs français et 2 livres. Les monnaies peuvent prendre plusieurs formes qui sont souvent faites pour faciliter le transport, comme les lingots et les pièces. Maintenant, à votre avis, combien de monnaies doit-on disposer dans l'économie pour que cette dernière fonctionne ? Il faut bien avoir en tête que la monnaie est une marchandise spéciale, elle est recherchée non pas pour elle-même mais dans le seul et unique but d'être échangée contre d'autres biens.
Comme la monnaie est une marchandise, elle obéit comme toute marchandise à la loi de l'offre et de la demande. La quantité de monnaie en circulation représente l'offre tandis que l'ensemble des biens et services représente la demande. Si on augmente la quantité de monnaie, l'offre, et que dans l'autre sens on n'augmente pas la quantité de biens produits, la demande, le marché s'équilibre et fait diminuer le prix de la monnaie et donc son pouvoir d'achat chute. On appelle ce phénomène l'inflation. Augmenter le nombre de maisons ou le nombre de voitures, c'est quelque chose de positif pour la société. Par contre, augmenter la quantité d'argent ne rapporte pas de bénéfices, au contraire l'inflation détruit la richesse. Cela nous aide à comprendre aussi pourquoi l'or s'est imposé comme mode de paiement. En effet, l'or est très difficile à produire. L'or existant est quasi indestructible, il ne rouille pas, ne s'oxyde pas. Donc le stock d'or ne diminue jamais. Le ratio entre la quantité d'or existant et la production annuelle est très grand, ce qui garantit donc la stabilité des prix sur le long terme. On constate que la quantité de monnaie dans l'absolu n'est pas très importante. Ce qui importe, c'est qu'elle reste plus ou moins constante dans le temps afin de ne pas diluer sa valeur au cas où elle augmenterait trop. L'or est un excellent moyen pour faire voyager la valeur dans le temps, car il s'altère très peu et ne peut pas être produit arbitrairement par l'homme. Cependant, il présente l'inconvénient d'être peu pratique à transporter en grande quantité. C'est pourquoi très tôt se sont développés dans l'histoire des entrepôts de monnaie. L'or était donc gardé par ces derniers. Contre une commission, ils gardent votre or et vous donnent un titre de possession. Ce titre de possession était échangé en lieu et place de l'or, ce qui a permis de basculer dans l'ère des monnaies représentatives. On pouvait alors grâce à cette forme de monnaie transporter de très gros montants assez facilement et cela facilitait les échanges sur de grandes distances. Cependant, le risque a été déplacé sur l'établissement qui conservait l'or. En effet, pour que le titre de possession puisse être accepté dans les échanges, il fallait que tout le monde ait confiance en l'établissement dans sa capacité à rembourser l'or derrière les titres de propriété. Très vite, les banquiers peu scrupuleux ont émis plus de titres de possession qu'ils ne possédaient d'or dans leur coffre et ainsi créé une sorte d'inflation. Cela finit toujours pas se remarquer, les gens se bousculent alors pour venir retirer leur or et cela crée les fameuses paniques bancaires. Les banques centrales ont été créées dans l'optique de solutionner ces problèmes. En cas de panique bancaire, elles pouvaient renflouer l'établissement en question avec des liquidités, ce qui permettait d'éviter des crises. L'étape suivante dans l'évolution des monnaies a été de supprimer l'or, cela est arrivé en 1971 par Richard Nixon. Avant cette date, chaque dollar était échangeable contre une certaine quantité d'or garantie par la Banque centrale américaine, comme nous venons de l'expliquer. Tous les pays du monde avant déposaient leur or à la Banque centrale américaine et prenaient des dollars à la place pour faire leurs règlements internationaux. En effet, pour des raisons pratiques, si vous devez effectuer un paiement international, c'est mieux de faire la transaction en dollars, plutôt que de transporter votre or par bateau jusqu'au pays en question avec tous les frais et les risques que ça implique. Le revers de la médaille, c'est que les États-Unis se retrouvaient avec un privilège exorbitant et ils en ont évidemment abusé. Ils ont émis plus de dollars qu'ils avaient d'or dans leurs réserves pour faire la guerre au Vietnam. Pour éviter que les pays ne viennent réclamer l'or qui n'existait pas dans leur coffre, Nixon a donc dû faire défaut sur la dette. Depuis ce jour, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, les monnaies fiduciaires ou monnaies confiance. À ce jour, toutes les monnaies que nous utilisons sont des monnaies fiduciaires émises par des banques centrales. Un dollar vaut un dollar et un euro vaut un euro. Si vous êtes vendeur, vous n'avez pas le droit légalement de les refuser comme moyen de paiement. Récapitulons tout ce dont on a parlé. Au début, pas d'échange, donc pas de monnaie, les tribus de chasseurs-cueilleurs produisent tout ce qu'elles consomment, ensuite, le troc s'installe. Puis avec l'apparition des civilisations, le travail se diversifie et se spécialise, il faut un intermédiaire pour arriver à faire les échanges. Les caractéristiques de cet intermédiaire sont divisibles, transportables, solides et rares. Certaines marchandises répondant à ces caractéristiques sont sélectionnées comme les coquillages, le sel, les épices. Et là, afin, c'est l'or qui répond le mieux à tous ces critères. L'or est rapidement stocké dans des banques, et ce sont alors des titres de propriété garantis par l'or en banque qui servent de monnaie. Et enfin, la dernière étape, celle où nous sommes actuellement depuis 1971. Où la monnaie représentative a été remplacée par la monnaie fiduciaire.
car les États-Unis ont émis plus de dollars que d'or et ne pouvaient plus rembourser. Voilà, vous savez tout sur l'argent. Nous reviendrons plus en détail sur les problèmes que causent les monnaies fiduciaires.